Bonjour à tous, c'est Tambour Battant consacré à nos déchets Val-de-l'Or, plaidoyer pour l'économie circulaire. Notre premier invité, avec Patrick Tudoret, nous recevons Philippe Loïc Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la société Éco-emballage depuis 10 ans, qui a été rebaptisée Citeo après une fusion. Pendant 25 ans, vous avez travaillé pour Danone et vous avez, d'une certaine façon, fusionné, organisé. C'était fusion avec Ecofolio, spécialisé dans le recyclage des papiers. On peut dire que vous avez parcouru le monde, l'Amérique du Sud, la France, la Suède, le Canada. Fin 2017, la France recyclait 68% de ses emballages ménagers, ce qui la classait parmi les meilleurs élèves du monde en matière de tri, de recyclage et de respect de l'environnement. Je vais vous dire, quand j'ai lu ça, j'ai été très surpris. Parce que j'ai l'impression, alors parce que je vis dans une grande ville, que ce n'est pas du tout le cas de là où je vis et que la plupart des gens ne font pas ce tri. On aura l'occasion d'y revenir. Mais si ce chiffre est avéré, tant mieux. Il est vérifié. Il est vérifié, il est contrôlé par l'État. Je vous assure qu'il est certifié. Avec des disparités, mais on en reparlera, bien sûr. Ah, on en reparlera, bien sûr. Ce n'est pas 68% de façon vraiment linéaire partout en France, ça c'est sûr. Alors il y a donc un tri sélectif qui est fait par le citoyen, et c'est beaucoup moins coûteux, évidemment, qu'un tri fait par la société. Par exemple, le verre peut être recyclé à l'infini. Par exemple, en fait, toute l'histoire d'Éco-emballage plaide pour associer le plus grand nombre de citoyens à ce tri. Et les initiateurs, ça a été deux grands patrons, Antoine Riboud, bien sûr, le patron de Danone, et puis Beffa. Beffa qui a joué un rôle très très important pour inventer, au fond, le recyclage. Alors, est-ce qu'on peut dire des ordures ? Alors non, plutôt des déchets, parce qu'en effet, il y a tout un lexique. Hein. Donc les ordures, c'est en général quand même plutôt ce qui est le résultat de votre consommation quotidienne alimentaire. Ensuite, les déchets, bon, c'est un peu plus large. Ensuite, vous avez ce que nous appelons les emballages. À partir du moment où, en plus, on fait du recyclage, on ne parle plus de déchets. C'est-à-dire que pour nous, un déchet, c'est quelque chose d'inerte, c'est quelque chose qui n'a pas de deuxième vie, qui devient véritablement un encombrement pour la société, une pollution, alors que ce que nous faisons, nous, c'est juste de nous assurer, à travers ce mécanisme circulaire, que ce qui a été consommé redevient utilisable. C'est-à-dire que quand vous achetez une bouteille d'eau ou un yaourt, ce qui vous intéresse, c'est bien entendu le contenant, c'est-à-dire le yaourt ou l'eau. Pardon, le contenu. Ce n'est pas le contenant. Le contenant, c'est un moyen pour que ça puisse arriver jusqu'à vous. Et en fait, la mission de Citeo, donc en effet ex-Éco-emballage, c'est de s'assurer que ce contenant ne devienne pas justement un déchet, que ça redevienne de la matière qui va être réutilisée, idéalement pour refaire une bouteille, pour de l'eau ou un pot de yaourt, mais ça peut être utilisé de façon différente. L'important, c'est que ça ne se soit pas inerte dans une décharge ou dans un incinérateur. Philippe Loïc Jacob, alors j'ai lu votre livre « Green is the new gold ». Il y a de l'or dans nos poubelles. C'est pas un peu exagéré, de l'or dans nos poubelles? Je vois bien, au fond, l'idée que dans la mesure où il y a recyclage, au fond, vos poubelles peuvent rapporter quelque chose. Mais vous savez, le citoyen lambda, lui, il n'a pas l'impression que ces ordures, parce que je reprononce le mot ordure, que ces ordures puissent lui rapporter grand-chose. Il devrait, parce que, en fait, bon, et c'est un peu de marketing, vous avez rappelé que j'ai passé 25 ans chez Danone, donc j'ai vendu beaucoup de produits alimentaires, donc j'essaye en général de trouver une façon de convaincre les clients que c'est quelque chose d'un peu intéressant à acheter. En l'occurrence, ce livre n'est pas sur un sujet facile, donc il fallait trouver un titre un peu qui marque un peu provocateur. Vous connaissez les nouvelles séries, Orange is the New Black, et toutes ces. Je voulais quand même quelque chose qui puisse parler à la jeunesse, et c'est pour ça qu'on m'a reproché de faire quelque chose, d'avoir un titre en anglais, mais c'était un peu aussi provocateur, parce que c'est sur la France, mais c'est un problème universel, et puis c'est surtout la jeunesse, parce que ce qui est important, c'est de convaincre les jeunes. J'imagine
j'imagine que vous êtes convaincu qu'il faut éviter de polluer, mais notre impact sur la planète va être inférieur à une personne qui naît aujourd'hui, un adolescent, un jeune adulte. Donc c'était un peu ce sujet-là. Mais pour revenir sur le fond du sujet, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'or? Est-ce que vous avez de l'or dans les poubelles? Je vous le confirme. Chaque année, ce qui est trié en France sur le marché, seulement sur le marché français, et qui est revendu pour ensuite redevenir de la matière. Donc c'est revendu à des recycleurs. Ce n'est que ça a été collecté, puis trié, et donc ensuite vous avez des balles entières qui sont vendues à des recycleurs. C'est, parce que les marchés sont un peu bas aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros de matière. Donc, quand je vous dis, c'est vraiment de l'or en barre. On parle de 200 millions d'euros. Alors, c'est vrai que quand on parle d'euros aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Sauf que quand vous parlez en francs ou en ancien franc, comme nous avons eu, nous, la possibilité de le faire par le passé, on parle de sommes colossales. Donc, c'est vraiment de l'or, c'est vraiment de la valeur. Garder ça dans la nature, dans les décharges comme on le faisait avant, c'était vraiment du gaspillage. Et c'est vrai que bien, si nous faisons notre travail, cet argent, ces 200 millions qui sont remis sur le marché, eh bien, ça permet à notre économie de circuler et probablement de dépenser autre chose, cet argent qui, sinon, serait enterré dans la terre. Il faut rappeler effectivement que vous le notez dans votre livre, au début des années 90, 50% des déchets ménagers étaient enfouis. Oui. Avec les conséquences que ça induit. Ben, on a du mal parce qu'on a beaucoup avancé. On a du mal à se souvenir quand même qu'au moment où Eco-emballage naît, au moment où vous l'avez rappelé, Antoine Riboud et Jean-Louis Beffa créent Eco-emballage, il était totalement d'usage et personne n'était choqué d'avoir des décharges autorisées oui. Partout en France. Sans compter, bien entendu, les décharges sauvages. C'était assez facile de trouver sur le bord des routes, au fin fond d'une forêt, des produits qui avaient été déchargés. Et ça, c'était le quotidien des Français. Enfin, les images, si vous regardez, alors nous avons fait, moi j'ai fait un peu, pour refaire pour écrire ce livre, je suis revenu sur ce que nous avions comme image des premiers temps d'éco-emballage. Mais c'était apocalyptique. On ne s'en rend pas compte, mais vous aviez des décharges donc à ciel ouvert, bien entendu, avec ça vole dans tous les sens, bien entendu, ça contaminait les sols, mais ça aussi, ça avait un impact sur la faune et sur la flore. Donc c'était absolument fou. Nous avions commencé 20 ans plus tard, puisqu'on parle de 92, mais vous parlez de Jean-Louis Beffa et d'Antoine Riboud. Leur principal point de contact, au-delà d'être des entrepreneurs absolument géniaux, c'était que c'était des producteurs de verre. Puisque Jean-Louis Beffa, Saint-Gobain, à l'époque, Antoine Riboud, c'est bien sûr Danone, mais c'était aussi BSN, c'était le premier producteur d'emballage en verre en France. Ils avaient cette préoccupation dans les années 70, vous avez le grand choc pétrolier, on était en 73-74, choc pétrolier, vous savez que pour faire du verre, il faut du sable et de l'énergie, et que tout d'un coup, le prix du pétrole explose. On se retrouve dans une situation terrible puisque ça touche la consommation alimentaire, mais ça touche aussi l'automobile, ça touche aussi le bâtiment. Et Antoine et Jean-Louis décident de dire, mais attendez, on met, à l'époque c'était 3 millions de tonnes d'emballage en verre sur le marché chaque année. Si vous pouvez récupérer ce verre, non seulement vous faites de l'économie circulaire, et ils ont fait ça avant que même ce terme n'existe, mais en plus, vous utilisez moins d'énergie. Parce que autant quand vous avez du sable pour monter au niveau de chaleur pour faire du verre, vous avez un besoin d'énergie extrêmement important. Quand vous avez déjà du verre cassé, du verre pilé, eh bien, on utilise beaucoup moins d'énergie. Alors, vous citez le chiffre de 100% de récupération du verre. Oui. Franchement, c'est un petit peu exagéré. Vous n'allez pas me raconter que c'est 100%. Non, je n'y crois pas. Non, alors aujourd'hui, on est près de 90%, mais globalement, c'est 90%. C'est le meilleur élève, ouais. et je pense qu'avec la politique qui est mise en œuvre par les équipes de Citeo, nous arriverons à 100%, parce que autant sur un petit emballage de plastique, un petit emballage papier, vous pouvez vous dire, allez, je mets ça avec les ordures ménagères, et puis ça sera brûlé dans l'incinérateur pas très loin de chez moi, autant le verre, quand même, ça ne se casse pas, ou alors là, vraiment, il faut être un peu vicieux, c'est-à-dire pour casser une bouteille de verre, ça prend de la place.
Donc le réflexe d'aller mettre ça dans un bac de recyclage est quand même plus important. Et donc moi je crois au 100% et j'espère que ce sera le cas parce que ça reste encore aujourd'hui le verre en termes de tonnage le principal matériau utilisé en France. Sur 5 millions de tonnes mises sur le marché par toutes les sociétés de grande consommation en France, eh bien 2,5 millions sont du verre. Philippe Loïc-Jacob, moi ce qui m'a le plus intéressé dans votre livre, c'est au fond la philosophie qui est derrière l'histoire. C'est-à-dire l'histoire que vous racontez est absolument fascinante. C'est au fond comment on a pris conscience progressivement de la nécessité de penser l'utilisation du déchet, qui n'en sera plus. Oui. Et donc, comment le recyclage s'organise. Alors, on a cité Ribot, mais si vous voulez, la question, c'est, au fond, réduire, très tôt, on s'est posé la question de réduire l'impact de notre consommation et de nos déchets. Et c'est la raison pour laquelle vous récusez le mot déchet. Parce que, au fond, si on réfléchit à l'idée initiale, c'est réduire l'impact de notre consommation. Or, l'impact de notre consommation sur l'environnement, c'est un problème considérable. Ah oui. Ce qui veut dire qu'on est au cœur de la naissance de ce qui est la responsabilité sociale des entreprises. Absolument. Ce que je dis, et d'ailleurs, c'est, je dirais, il y a deux objectifs à ce livre. Premièrement, parce que les entreprises perdent la mémoire, rappeler l'histoire des co-emballages à ceux qui allaient devenir Citeo, comme vous l'avez mentionné, avec la fusion avec Ecofolio, et puis redonner du sens à ce qui a été fait depuis 25 ans. Mais la deuxième raison de ce livre, c'est que c'est juste un plaidoyer pour agir, et c'est le geste de tri. Le plus important dans tout ça, c'est le citoyen. Le geste de tri est absolument... Enfin, c'est d'une simplicité biblique. Ce n'est pas très compliqué. Si vous vous concentrez un tout petit peu, vous pouvez trier. Et quand vous commencez à trier ce que vous consommez au quotidien, eh bien, je pense que c'est un cercle vertueux par rapport à l'ensemble des problématiques de cette planète. C'est-à-dire que vous allez réduire votre consommation d'électricité. Quand vous sortez d'une pièce, vous allez éteindre les lumières. Ensuite, vous allez repenser vos modes de transport. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus important dans tout ce sujet, c'est que le geste de tri, vous le savez, si vous avez lu le livre, c'est le premier geste citoyen, c'est-à-dire qu'avant le vote, malheureusement, on peut le déplorer, mais c'est le premier geste citoyen, c'est le premier geste, comme vous le dites, de responsabilité dans la société. Responsabilité tout court, je ne dis même pas sociétale, c'est-à-dire c'est notre sens de la responsabilité, c'est être citoyen, agir dans la cité. D'ailleurs, le nom Citeo n'est pas anodin. Nous avons choisi à Citeo. Nous avons choisi Citeo parce que, au fond de tout ça, on ne parle que de civisme. On ne parle de vivre ensemble, d'être capable de pouvoir respecter son voisin, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses pensées. Nous avons un besoin absolu aujourd'hui de remettre le civisme au centre de notre société. Effectivement. Et en fait, si on devait jouer sur les mots, ce que vous faites avec ce livre, c'est vous faites la geste du geste, en quelque sorte. C'est-à-dire la genèse, l'état des lieux, et donc ce qui est cité aujourd'hui. Et vous le dites, et c'est devenu un credo fort, l'économie circulaire est l'affaire de tous et la responsabilité de chacun. Et là, on est, comme vous venez de le dire, au cœur même du principe du contrat social qui fonde la démocratie. C'est-à-dire la responsabilisation de chacun au profit de tous, en quelque sorte. On est dans aujourd'hui, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, on se rend bien compte que nous sommes dans une planète qui est malade, une société malade. Or, je pense que les solutions, finalement, sont des solutions individuelles assez simples. C'est-à-dire que si on commence déjà par des actes de civisme, je le dis un peu, excusez-moi, j'ai un petit côté vieux con, mais si déjà on se remettait à ouvrir les portes dans un immeuble à la personne âgée qui est devant vous, ou à juste saluer les gens quand vous les croisez dans les couloirs, je pense qu'on ferait déjà un grand pas pour revenir à une véritable humanité avec un grand H. Et le geste de tri, il participe de tout ça, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'on est dans c'est un peu le symbole. Le geste de tri, c'est un peu le symbole du mieux vivre ensemble. Comment est-ce que je fais pour éviter d'impacter
les gens qui sont autour de moi. C'est quand même très simple. Tout le monde ne peut pas réfléchir, tout le monde ne peut pas être philosophe, tout le monde ne peut pas aller faire des actions tout à fait héroïques pour sauver la planète. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas le faire. Ils doivent travailler pour survivre, pour nourrir leurs enfants. Mais en tout cas, le geste de tri, tout le monde peut le faire. Philippe Jacob, en 72, oui. Quand au fond Ribot pense à la responsabilité sociale des entreprises, ça fait rigoler la majorité des Français qui viennent de faire 68 et qui, 4 ans après, pensent que la révolution est aux portes et que quelque chose de neuf s'est fait. Et donc on dit, qu'est-ce que c'est que ça? Un patron qui parle de... Un patron qui parle de responsabilité sociale des entreprises, ça n'a aucun sens. Il veut se targuer de quelque chose. Il a fallu attendre 20 ans, dites-vous dans le livre, pour qu'il y ait une directive européenne en 92, la première, qui fait du recyclage et de la valorisation des emballages une priorité en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans pour arriver à cette décision en Europe? Effectivement. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fallu? D'abord, on sait tous aussi que pour prendre des décisions à l'Union européenne, là, les choses sont peut-être en train de s'accélérer, ça prend beaucoup de temps. Légiférer prend beaucoup de temps, mais comme vous le dites, il n'y avait pas cette prise de conscience, c'est-à-dire qu'on considérait que Antoine Ribot était un peu un idéaliste. De quoi se mêlait-il? Quand Jean-Louis Beffat, d'ailleurs, Jean-Louis Beffat a eu un rôle assez important en bon polytechnicien, ingénieur des mines, beaucoup plus, je dirais, intégré dans l'intelligentsia française. Je pense que Jean-Louis a eu un rôle important pour faire percoler ses idées dans le microcosme français et européen, parce qu'Antoine avait énormément de faconde, mais certaines fois il était tellement provocateur que ça avait du mal à pénétrer. Alors que Jean-Louis, avec son côté... Jean-Louis, moi je trouve le personnage extraordinaire, on n'est pas là pour parler de Jean-Louis Beffat, mais il a, comme vous le dites, Antoine a pensé la responsabilité sociale de l'entreprise en disant c'est à l'entreprise de se charger de ses déchets, parce qu'on pouvait aussi avoir une taxe, et à ce moment-là c'était Bercy qui décidait de comment on faisait, et honnêtement on n'aurait pas été sur le terrain à faire le travail, mais c'est Jean-Louis qui a pensé ensuite alors comment on va organiser ça, puisque l'autre innovation de ce dispositif, et ça je pense qu'on n'en est pas peu fiers, moi je crois que c'est un des principaux, je dirais, héritages de toute cette aventure, c'est cette aventure collective avec des parties prenantes qui sont en général antagonistes. C'est-à-dire que quand vous parlez là des associations de consommateurs, les associations voilà, les ONG, les associations de consommateurs. Et c'est votre grand mérite, à mon avis, d'avoir fait appel à ces gens qui très vite ont été concernés par l'environnement et qui très vite ont senti qu'il y avait là quelque chose d'essentiel à faire. Et qui nous ont permis de convaincre les industriels qui étaient réticents, parce que ne croyez pas que parce qu'Antoine Ribot et Jean-Louis Beffat étaient convaincus que les 50 000 entreprises françaises qui sont aujourd'hui clientes de Citeo tapaient des mains en se disant c'est formidable, on va payer pour son œil. Non, il a fallu faire beaucoup avoir beaucoup de force de conviction, et c'est vrai que les ONG, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics également, bien sûr, ont eu leur rôle à jouer. Et vous savez, aussi des grands... Moi, il y a un personnage, je l'écris dans mon livre parce que je leur rends hommage. Oui, c'est un livre qui rend hommage effectivement aux pionniers, aux prédécesseurs. Aux pionniers, et notamment... Sur lesquels rien n'aurait été possible. Voilà, et notamment le personnage central du maire. J'insiste. Alors on y reviendra tout à l'heure au personnage central du maire, parce qu'effectivement, la question du partenariat avec les collectivités est absolument fondamentale. Et vous nous montrez comment il faut une collecte spécifique du verre organisée par la communauté, et qu'en fait, finalement, le tri, il est structuré par la communauté et par le maire. Mais moi, je voudrais vous entendre sur la question du grand public, parce que c'est quand même la base, c'est quand même le plus important. Je suis d'accord qu'il y a des intermédiaires, mais comment le sensibiliser à grande échelle? Comment au fond, par un travail direct auprès de lui, quelque chose est possible. Alors, vous évoquez la première campagne de novembre 93, un emballage trié n'est plus un emballage perdu. D'accord. Mais
je ne suis pas sûr que ça va convaincre les gens qui habitent dans ma maison. Écoutez, alors, donc, non, mais je pense que vous savez, c'est comme dans toute communication. Quand vous voulez influencer une décision, il faut utiliser, je dirais, à 360 degrés. Vous avez bien sûr des communications grand public, hein, et puis nous avions donc des publicités. Monsieur Papillon, bien sûr, qui a eu un grand succès à travers. Expliquez ce que c'est, Monsieur Papillon. Non, mais Monsieur Papillon, c'est un personnage un peu, pas irrésistible, mais sympathique, un peu loufoque, parce que quelque part, quand même, se concentrer sur le geste de tri à la télévision, sur un spot de 30 secondes, il faut quand même trouver le moyen de le faire sans que ce soit véritablement ennuyeux. Et donc, ce Monsieur Papillon, avec son nœud papillon, nous enseignait un certain nombre de choses. Alors ça, c'est ce qui est... de conduite vis-à-vis de comment trier, de quoi mettre dans quel bac, parce que en fait, le bac de tri, hein, qui s'est généralisé. Auparavant, vous aviez une poubelle, hein, et merci Monsieur Poubelle d'ailleurs, parce que le préfet poubelle, si on n'avait pas eu le préfet poubelle, Paris... début 20e. Fin du 19e. Fin du 19e, oui. Donc c'est voilà, un vrai pionnier. Un vrai pionnier. Il a d'ailleurs laissé son nom. Personne ne sait d'ailleurs, quand il dit que c'est poubelle, que c'est le préfet poubelle. Donc avant, vous aviez une poubelle. Avec éco-emballage, vous avez 3-4 bacs, hein, puisque vous avez un bac pour le verre, comme vous venez de le souligner, vous avez un bac pour les emballages légers, et puis dans certaines communes, puisque on va revenir sur le maire, et moi j'insiste sur le maire et sur les collectivités territoriales, vous pouvez choisir, certaines collectivités territoriales, par exemple, ne veulent pas mélanger le papier journal, les magazines, avec les emballages légers. Donc vous pouvez aussi avoir un bac pour les emballages légers. Bon, tout ça, c'est compliqué. Monsieur Papillon expliquait ça. À côté de ça, vous savez, on a un travail dans les écoles, hein, parce que notre sujet, c'est les générations futures. On a des jeux dans les écoles. Avec l'éducation nationale, ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons pour pouvoir véritablement donner les bons réflexes aux enfants. Pourcentage des enfants que vous touchez. Pourcentage. J'aurais tendance à dire que 80% des enfants de primaire. 80% des enfants de primaire entendent parler du tri. Ah oui, bien sûr. Avec un jeu qu'on fournit aux instituteurs dans les écoles, et qui est... Alors, un instituteur peut décider que, non, j'ai pas envie de faire ça avec ce jeu, je vais parler de l'écologie, je vais parler du tri de façon autre, mais nous leur proposons un jeu et tout un lexique, une façon de parler des enjeux du tri. Ensuite, vous avez bien entendu, et je reviens là encore, la collectivité locale, la mairie. La mairie vous envoie des courriers, vous met des affiches. On parlait de Paris, hein, et de la problématique des grandes villes, puisque vous parliez des 68%, vous aviez du mal à le croire, mais bien sûr que 68%, ce n'est pas le taux de tri à Paris. J'espère qu'un jour on y arrivera. J'ose pas dire à combien on est, mais on est bien en dessous de 50%. Et on est probablement bien en dessous de ce chiffre. Mais par contre, vous avez la ville de Paris qui fait des efforts aujourd'hui en mettant ce qu'on a appelé des tri libres, c'est-à-dire des espaces de tri dans les quartiers qui n'ont pas de grands immeubles, de grandes barres d'immeubles, qui n'ont pas d'accès facile aux colonnes de tri. Vous avez la ville de Paris qui fait des publicités sur tous les camions poubelles. Donc il y a une prise de conscience dans les villes. Monsieur Leclerc, si vous me permettez une remarque critique. Si vous regardez... la manière dont certaines ordures sont traitées. Quelquefois, les citoyens que nous sommes, nous avons l'impression que nous, on nous demande de trier à notre petit niveau individuel, et puis quand ça se retrouve en bas, dans le local aux ordures, dans un grand machin, on ne trie plus du tout, dans un bac à ordures, tout en bas, on ne trie plus du tout. Et alors, on se dit, c'est pas la peine, regardez, tout a été remélangé, etc. Et on a l'impression, si vous voulez, nous, citoyens, quelquefois, qu'on nous fait faire quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé. Il y a donc des contradictions lorsqu'on vit en ville, lorsqu'on vit dans un grand immeuble en ville, entre la pratique individuelle, entre la pratique individuelle et la pratique collective. Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'à Paris, vous êtes bien en dessous de 50% de taux de recyclage, et que si vous allez en Bretagne, si vous allez dans le nord de la France ou dans l'est de la France, vous êtes à quasiment 100%. Vous ne pourrez... Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins, en effet, de ce qu'on appelle dans notre jargon d'habitat vertical, donc d'immeubles avec de nombreux étages, que comme vous le dites,
Quand vous descendez, que vous avez envie de faire un geste citoyen et que vous vous rendez compte que votre voisin de palier a fait n'importe quoi, vous dites, tu sais quoi, après tout, pourquoi est-ce que je m'embêterais avec ça? Et c'est terminé. Ou alors, monsieur, si vous êtes vraiment... j'espère que c'est notre objectif, hein, c'est à nous d'y arriver. Je parle de Citeo comme de faire passer le message. Allez parler à votre voisin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est associé à la fête des voisins. Allez parler à votre voisin en disant, tu sais quoi, je suis désolé de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que tu t'es trompé dans ce que tu as trié. C'est ce que je fais. Alors vous me direz, je suis président de Citeo. Donc si moi je ne fais pas ça dans mon immeuble, personne ne va le faire. Principe bien entendu. Quand même. Voilà. Donc ça commence par moi-même. Et je ne me fais pas que des amis, parce que d'une part, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent dans les poubelles? Alors ils savent que je suis président de Citeo. Et puis ensuite, de se faire montrer du doigt en disant, oui, mais tu sais quoi, ça c'est du plastique, ça se recycle, ça ne se met pas dans le bac vert, ça se met dans le bac avec un couvercle jaune. Tu es surdiplômé ou tu es quand même tu sais lire une pancarte, c'est écrit dessus, donc fais un petit effort. Donc c'est vrai que moi, en réunion de copropriété, je vous assure que je fais mon couplet de 10-15 minutes là-dessus. Les gens se disent, ça y est, il est reparti. Mais je continuerai, parce que c'est ça aussi le civisme, c'est de le faire nous-mêmes. Monsieur Jacob, est-ce que vous savez qu'en France, il y a 10% de gens très pauvres qui fouillent les poubelles, surtout dans les grandes villes, et fouillant les poubelles pour essayer d'y trouver quelque chose pour survivre. Bien sûr. Ces gens-là, si vous voulez, ils laissent tout dans un désordre absolument épouvantable, parce que la pauvreté va avec l'inculture, le souvent, et en conséquence, ils viennent perturber tout ce qui a été gagné. Pas forcément. Vous savez, d'abord, vous savez, s'il y a quelqu'un de très pauvre, moi, ça me rend malade, hein, qu'une société comme la nôtre, aussi riche, ne soit pas capable aujourd'hui de permettre à tout le monde de manger. Et j'en vois dans mon quartier. Et ça me rend malade. Mais en l'occurrence, vous voyez, dans le pire des cas, si on doit accepter que des gens doivent aller soulever un couvercle pour manger, eh bien, il est préférable d'avoir fait du tri, parce qu'au moins, si vous avez fait du tri, vous allez trouver tout ce qui est mangeable dans une poubelle, vous allez trouver le verre dans une autre, vous allez trouver le papier et le carton dans une autre, et vous allez trouver ce qui a beaucoup de valeur, le plastique. Vous savez, moi, je passe une bonne partie de ma vie en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, nous n'avons pas la chance, comme en France, d'avoir des systèmes organisés. Eh bien, les gens très pauvres dans les rues, qu'est-ce qu'ils récupèrent? Ils récupèrent les bouteilles de plastique, les canettes d'aluminium et éventuellement le carton, parce que c'est facile à aller ensuite le revendre. C'est de là qu'on revient au sujet du livre. C'est de l'or pour ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas les moyens de vivre, ils n'ont pas de revenus, ils sont au chômage. Et c'est une économie parallèle, souterraine, qui leur permet de survivre. Je ne dis pas qu'il faille faire ça en France, bien sûr, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables d'avoir éradiqué ça en France. Eh bien, d'une certaine façon, si on peut permettre à ces pauvres gens qui, dans leur dignité, essayent de trouver quelque chose à manger pour eux, leurs enfants, en ayant organisé nos poubelles, on a déjà fait quelque chose pour ces pauvres gens. Alors, on sait que donc, Citeo, c'est l'alliance maintenant d'éco-emballage spécialisée dans le recyclage des emballages et d'Ecofolio spécialisée dans le recyclage du papier. Oui. Et vous avez aussi une filiale, Adelph, qui agit dans un champ particulier. Est-ce que vous pouvez dire juste un mot? Adelph, c'est une société qui traite plutôt nos petits clients. Vous savez, nous avons à peu près 50 000 clients en France entre Adelph et Citeo qui sont toutes les sociétés qui mettent des produits de grande consommation sur le marché. Et c'est vrai que Adelph a plutôt une vocation à travailler avec les petits clients. Par exemple, un viticulteur qui met quelques milliers de bouteilles de verre sur le marché, doit contribuer, puisque comme toute société, il doit récupérer ses emballages ou contribuer à sa disparition et à son traitement. Eh bien, ces gens-là sont plutôt chez Adelph, qui est capable de traiter ces gens-là par contrat. Hein. On ne va pas demander vous savez, faire une déclaration d'emballage mis sur le marché par une société, c'est complexe. Donc, vous n'allez pas ennuyer un petit viticulteur. Oui. Donc, on leur donne, ils ont un forfait. Voilà, moins de tant d'emballage, vous payez tant d'euros par an et votre responsabilité est prise en charge par Adelph et par Citeo. Donc Adelph a plutôt cette vocation à travailler avec des petites sociétés
Et pour surtout les médicaments aussi, non? Et alors, de façon assez paradoxale, aussi des très grandes sociétés, puisque en fait nous avons fait un contrat avec Cyclamed. Vous savez qu'un médicament doit être retraité. Alors la partie chimique du médicament en tant que tel, c'est Cyclamed, qui est donc une émanation de tous les grands pharmaciens qui doit traiter ces produits qui peuvent être très dangereux, bien sûr. Et donc ça va chez le pharmacien. Nous traitons les emballages de la pharmacie. Donc nous avons fait un contrat avec Cyclamed et en fait c'est Adelph qui gère ce contrat. Donc de façon assez étonnante, les très grosses sociétés pharmaciennes sont à côté de petits viticulteurs. Mais c'est voilà, c'est le sens de l'histoire. Philippe Jacob, je voudrais qu'on termine par ce nouveau métier à l'origine duquel vous êtes, qui sont les ambassadeurs du tri, qui frappent aux portes et qui viennent discuter avec les habitants chez eux et leur rappeler les consignes essentielles de tri. Expliquez-moi comment ça marche. Ça me tient beaucoup à cœur. Et je vous remercie de mentionner ça a été une innovation au début d'éco-emballage. Vous savez, la meilleure façon de convaincre les gens, c'est en effet de voir ce qui s'est passé quand ils ont trié et puis ensuite d'aller leur parler. Parce que vous savez, à Paris, si vous triez mal, vos déchets seront quand même récupérés. Ils ne vont pas rester devant votre porte. Mais beaucoup en province, si vous faites des erreurs de tri, vous avez le ripper qui vous dit « Désolé, beaucoup d'erreurs de tri », il met un sticker et il garde la poubelle. Donc, le citoyen se retrouve avec ces déchets qui n'ont pas été pris en charge par le ripper parce que le citoyen n'a pas fait son travail. Donc l'ambassadeur de tri a pour vocation de guider les citoyens qui sont un peu perdus sur les meilleures façons de trier. D'abord, ça crée des emplois. Moi, je suis toujours, quand je vois beaucoup d'erreurs de tri, puisque nous traitons beaucoup et nous regardons beaucoup comment évoluent les erreurs de tri en France, je regarde beaucoup ça. Et à chaque fois, je leur dis, mais mettez plus d'ambassadeurs de tri sur le terrain. Combien ça crée des emplois. Il y en a plusieurs milliers. Il y en a oui. Et en plus, nous finançons des milliers d'ambassadeurs de tri, mais vous avez aussi des collectivités locales qui ont des personnes qui ne sont pas ambassadeurs de tri et qui ne font pas que ça, mais qui travaillent aussi sur la vulgarisation du geste de tri. Merci Philippe Jacob. Alors je rappelle que votre livre s'intitule « Green is the New Gold » en anglais. Heureusement, il y a la traduction. Il y a de l'or dans nos poubelles, c'est presque la traduction. Il y a de l'or dans nos poubelles et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Nos déchets valent de l'or, plaidoyer pour l'économie circulaire, deuxième partie. Sur le grill, nous avons face à face Jean Ornin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Citeo. Vous êtes un ancien champion de volley-ball. Vous avez été directeur général du groupe Le Parisien. Et en face de vous, Florence Presson. Bonsoir. Vous êtes maire adjoint de Sceaux, responsable de la transition énergétique, du numérique et justement aussi de l'économie circulaire. Alors, tout à l'heure, une question a été abordée extrêmement importante, qui était au fond la responsabilité des collectivités. Évidemment, tout dépend des citoyens, mais les collectivités organisent et structurent cette responsabilité des citoyens. Alors je vais me tourner vers l'adjointe au maire que vous êtes. Qu'est-ce qu'il en est de cette responsabilité? Comment vous l'assumez? Et est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écouté par les habitants de Sceaux? Sceaux, c'est une ville relativement privilégiée, petit pavillon, mais aussi quelques habitants collectifs très importants. Et est-ce que c'est facile de convaincre tout le monde de traiter ces déchets de façon active, je dirais résolue? Alors Sceaux, effectivement, c'est des maisons, mais c'est aussi 80% de logements collectifs. C'est aussi, donc, pour une ville de 20 000 habitants, 10 000 étudiants qui chaque jour viennent sur la ville. Donc 10 000 étudiants qui vont consommer la ville, qui vont aussi jeter, avec des réflexes de tri qui ne sont pas forcément les mêmes. On est souvent un peu schizophrène entre l'habitude du tri que l'on fait chez soi et puis finalement ceux que l'on fait quand on est au bureau ou à l'école. Alors à Sceaux, notre objectif, c'est de mettre au régime les poubelles. Donc on va être dans une démarche de communication, que ce soit dès l'école,
À la maternelle, en élémentaire, les enfants trient, ils ont plusieurs poubelles. Il y a ces gestes qui deviennent naturels, et que ce soit au niveau de l'espace public, au niveau d'une collecte et réparation d'objets électroniques, de téléphones. On en parle souvent, mais concrètement, on le fait. Mais pour nous, cette démarche, elle va beaucoup plus loin. Même si par moment on me dit l'adjointe des poubelles ou l'adjointe des déchets, le maire il m'a nommé économie circulaire. Ce qui fait qu'au niveau de la ville, on va très vite oublier un peu le terme de déchets et de poubelles, et on va beaucoup plus parler d'économie circulaire, de comment rendre notre ville beaucoup plus attractive grâce à ce gisement de ressources que nous avons tous. Alors quand vous parlez économie circulaire, est-ce que c'est facile de pratiquer cette économie circulaire dans tout le territoire de Sceaux, ou bien est-ce que vous n'avez pas quelquefois l'impression que vous pourriez vous appuyer sur un certain nombre de citoyens convaincus des mêmes choses que vous, ailleurs qu'à Sceaux, pour gagner ceux qui à Sceaux ne sont pas convaincus? Alors, je dirais qu'on est beaucoup dans une démarche collaborative de démocratie participative, avec au cœur même des rencontres avec des citoyens, mais nous faisons partie d'un territoire. Donc nous sommes beaucoup sur la mutualisation d'événements avec des villes proches, comme par exemple la ville de Bourg-la-Reine, et on organise un certain nombre de rencontres citoyennes, et aussi avec les élus, bien évidemment, de nos villes et des échanges. Et c'est aussi comme cela qu'on aborde cette notion d'échelle et de différence d'échelle autour de l'économie circulaire. Selon les sujets, selon la démarche que je veux mettre en place, le quartier, la ville, le département, la mutualisation avec plusieurs villes proches ont un sens tout à fait important. Si on parle de ressourcerie, alors déjà, effectivement, on fait évoluer le terme. On oublie ordures, on oublie déchets, on parle de ressources, de ressourcerie. Et bien là, c'est tout à fait cohérent d'avoir un atelier partagé entre plusieurs villes avec du personnel, de l'aide à la remise à l'emploi, de personnes qui ont des doigts de fée, parce que, je ne sais pas si ça se dit doigts de fée. Oui, bon, en tout cas, qui arrivent à réparer, à donner une seconde vie, une troisième vie à un certain nombre de produits, et ça, c'est assez fondamental. Jean Ordin, en préparant cette émission, Florence Presson, qui est en face de vous, m'a convaincu que les choses ne pouvaient pas se décider seulement sur un territoire, sur une municipalité administrative. Et elle a plaidé pour un territoire de projet, c'est-à-dire l'idée selon laquelle là où on arrive à avoir un projet unique, comme elle vient de le dire sur plusieurs municipalités, on pourrait tenter de penser que des initiatives importantes, par exemple en matière de gestion des déchets, soient prises. Mais en fait, ce n'est pas une habitude française. Nous sommes un pays jacobin, très organisé, municipalité, conseil général, conseil régional, etc. Et donc c'est très difficile de faire valoir cette idée qu'elle a de territoire de projet. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, à Citeo. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs on le voit, il y a 36 000 communes en France. Ce que nous gérons, nous, c'est en gros 700 à 800 communautés de communes ou communautés d'agglomération. Donc en fait, nos interlocuteurs, en général, se sont déjà mutualisés autour de projets, alors qui peuvent être les déchets ou qui peuvent être les transports ou d'autres sujets. Donc ce mouvement, et on le voit avec la loi NOTRe, ce mouvement finalement d'agglomération, de collectivité autour d'un même projet, est une construction qui est en cours. Après, je pense qu'elle pose un certain nombre de difficultés, qui peut être l'éloignement de la communauté de communes par rapport à votre action quotidienne de terrain, où finalement vous vous rendez compte que les choses marchent plus ou moins bien. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant donc de passer à ces dimensions-là. Elles permettent d'être plus efficaces, d'harmoniser les consignes de tri, de faire des choses qui sont plus puissantes. En revanche, je pense qu'elles peuvent parfois poser effectivement quelques soucis au niveau du terrain pour la personne que vous êtes quand vous allez dans les rues. Expliquez-nous à quoi vous vous heurtez avec cette conception des territoires de projet. Tout le monde n'est pas d'accord, voilà. Territoire de projet. Parce que ça veut dire, au fond, bousculer les normes organisationnelles nationales. Ouais. Ben, la loi NOTRe, ça a aussi provoqué des mariages forcés. Et on peut très bien faire partie d'un ensemble, comme on peut aussi faire partie d'un département, d'une région qui a une position très administrative, mais ne pas forcément porter
les mêmes valeurs. Et quand je parle je parle de ça, je ne parle pas du tout de partis politiques ou autres. Je parle vraiment de projets et de valeurs importantes pour les citoyens. Si effectivement j'ai un projet avec 2 villes à côté de moi, et puis comme je suis à Sceaux, je suis à la limite entre le 92 et le 94, donc j'ai effectivement 2 villes qui sont dans le 94, donc 2 départements différents. Si nous portons un projet innovant, pourquoi on n'a pas de reconnaissance et on ne peut bénéficier d'aucun appel à idées, aucun appel à projet, aucune aide, aucune subvention? On ne peut pas encourager des idées innovantes, structurantes, qui sont portées par cette structure que je rêve, qui s'appellerait un territoire de projet. Nous sommes réunis autour d'un projet commun. Nous sommes prêts à expérimenter et puis ensuite à diffuser autour de nous. Et là, c'est reproductible sur n'importe quel type de territoire. Ornain, là, vous secouez la tête en disant oui, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pas ce que vous secouez la tête, c'est est-ce que vous allez promouvoir ce genre de choses? Est-ce que vous pouvez... Ah, vous le faites? Oui, bien sûr. En fait, tous les projets qui sont menés par Citeo... Vous le faites, y compris Citeo, contre l'avis d'un certain nombre de départements, d'organisations départementales ou d'organisations régionales? Non, en fait, il y a déjà des structures organisées qui peuvent être, je ne sais pas, vous avez des métropoles. Donc, il y a la métropole de Nice, on mène des projets d'implantation de bacs de collecte dans l'espace urbain de la métropole de Nice. J'étais la semaine dernière dans la métropole de Grenoble, donc qui effectivement agglomère un certain nombre de municipalités. Donc en fait, tout le système et toute l'action, elle est organisée autour, bien évidemment, de l'entente d'un certain nombre de collectivités qui se regroupent pour mener des projets. En fait, on ne pourrait pas gérer 36 000 communes différentes sur ce sujet-là. Et donc, je dis oui, parce que c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, de temps en temps, on peut gérer des projets avec une municipalité. C'est le cas de la ville de Paris, qui, à elle seule, effectivement, regroupe 2,5 millions d'habitants. Et donc, on a des projets d'installation de bacs de tri dans l'espace urbain. Mais sinon, l'ensemble des territoires s'organisent pour se mettre ensemble, pouvoir mutualiser ses moyens. On a en France 200 centres de tri. Il en faut, on sait, un petit peu moins, mais beaucoup plus moderne et beaucoup plus efficace, avec du tri optique et un certain nombre de l'intelligence artificielle. Et pour ça, en fait, les collectivités se regroupent autour de projets, et c'est bien toute l'action de Citeo qui est menée en ce sens-là. Florence Presson, je ne vous demande pas de dénoncer les communautés, les communes qui, à côté de Sceaux, éventuellement, refusent de progresser en matière de tri. Mais ces communes, vous discutez avec elles, et quand vous voyez que vous ne pouvez pas les associer aux projets qui sont les vôtres, vous vous dites, on n'a pas les mêmes valeurs, quoi. Ben oui, et puis, et là, je suis tentée de rester la tête dans ma poubelle, de ne rien faire de particulier. Ou alors, justement, c'est d'avoir un autre positionnement. Un autre positionnement, nous avons été présents et nous avons largement contribué ensemble à la feuille de route de l'économie circulaire, ou aux États généraux de l'alimentation, où la notion de gaspillage alimentaire était aussi, et l'économie circulaire, le cœur des sujets. Ben, ça a été effectivement de plaidoyer sur cette notion de territoire de projet. Territoire de projet, on me dit, non, ce n'est pas possible parce que... Mais qui ont quand on me dit qui ont au niveau des structures, ne serait-ce qu'au niveau de l'État, c'est pas un souci de volonté. On a discuté tout à l'heure avant cette émission, on est très en phase avec Jean Ornain. Le fait est, c'est que toutes les organisations, que ce soit l'ADEME, que ce soit l'État, que ce soit l'Europe, c'est attendez, qui est officiellement la structure adéquate? Mais moi je réponds, mais non, il n'y en a pas. Nous sommes un ensemble de collectivités qui n'avons pas de réalité juridique, structurelle, etc. Mais au sein de cet ensemble, il y a une ville, par exemple, qui est la porteuse du projet. Et elle n'a aucun souci puisque nous avons les mêmes valeurs dans ce groupe-là. Sceaux est prêt à être porteuse d'un sujet de ce type, de développement d'économie circulaire avec les commerçants, avec les associations, et monter un projet en commun avec Citeo qui sera exemplaire. Jean Ornain, j'entends bien que ça va vous réjouir, évidemment, ces territoires de projet pour ce qui réussit. Mais qu'est-ce que vous faites avec les communes qui sont réfractaires? Racontez-moi votre dialogue avec une commune réfractaire. Ne dénoncez personne, mais vous en avez bien, hélas. Oui, il y a des communes réfractaires.
En fait, elles ont la liberté de décider, les communes. Donc en fait, je ne peux pas, moi, les obliger à organiser le tri de cette façon, à être un peu plus efficaces. Voilà. Certaines sont très, très efficaces, d'autres le sont beaucoup moins. Il y a des élus qui sont très concernés, comme vous, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais je veux dire, c'est un travail d'influence. C'est un travail de conviction. Et en fait, ce que nous faisons chez Citeo, c'est le partage ce qu'on appelle le partage des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on fait se rencontrer des élus avec d'autres élus. Voilà. L'élu de la Haute-Saône, qui lui a réussi à atteindre des performances extraordinaires en matière de collecte et de tri, et qui est dans l'économie circulaire à 100%, eh ben, on le met en contact avec d'autres élus qui peuvent être en difficulté parfois. Vous avez cité l'habitat collectif. Ou ce qu'on appelle le nomadisme, c'est-à-dire cette consommation qui finalement n'est pas une consommation dans le foyer. Donc il y a des difficultés concrètes, et je pense que la bonne façon d'avancer, en fait, c'est que ceux qui ont franchi un certain nombre de caps et rencontré des difficultés puissent être en contact avec les autres. En fait, le travail, donc nous on organise sur les métropoles, par exemple, on a organisé la conférence des métropoles. Donc on a pris les 10 grandes métropoles françaises, on a dit, écoutez, on se met ensemble, on a invité la ville de Barcelone, pour nous expliquer, finalement, parce qu'ils ne sont pas mauvais, les gens à Barcelone. Ils ont notamment, entre la collecte et la propreté, mutualisé les moyens. Donc il y a un certain nombre de choses qui existent à la fois en France et en dehors de France. Et partager les bonnes pratiques, c'est quand même la meilleure solution qu'on ait trouvée pour faire avancer les choses. Alors cette bonne pratique, pour effectivement la partager, comment c'est possible? Vous m'avez cité un jour, quand on a discuté, les conditions dans lesquelles au Danemark, il y avait quelques exemples qui vous avaient intéressé, justement avec cette espèce de territoire de projet possible, mais sans doute les structures administratives au Danemark sont moins prégnantes que dans la France jacobine. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est comment faire pour mutualiser les expériences? Comment faire et comment vous pouvez éventuellement, je dirais, déteindre sur l'ensemble de la région? Alors, justement, sur ce sujet-là, contrairement au Danemark, où par exemple des écoparcs existent et des collectivités ont pu se rassembler et devenir de véritables pôles d'attractivité pour les entreprises, bien quand on est sur notre secteur et principalement sur une zone dense, où on n'a pas forcément ni la place, ni il y a 30 ans ce type d'installation, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Comment effectivement partager ces bonnes pratiques? C'est l'exemple de la création de la métropole du Grand Paris, qui s'est fait il y a 2 ans, avec un vice-président économie circulaire. L'objectif, ça a été de dire, il y a des bonnes pratiques extraordinaires, puisque métropole, c'est une assemblée de maires, donc 131 communes qui font un certain nombre de choses, qui sont en avance sur certains sujets, d'autres un peu plus en difficulté ou avec d'autres priorités, eh bien, ça a été de définir un maillage. C'est-à-dire que le président Patrick Ollier de la métropole du Grand Paris a écrit à chacun de ses collègues pour dire, écoutez, nommez-moi un agent technique, nommez-moi, proposez-moi un élu, et nous allons effectivement communiquer, se former, partager et s'inspirer les uns des autres. On ne va pas faire du copier-coller. Ce qui se passe à Sceaux, on n'ira pas le copier dans ce qui se passe dans une autre ville. En revanche, s'inspirer et profiter des expériences de chacun et même de ce qu'on pourrait appeler des erreurs, parce qu'il n'y a pas d'erreur. C'est finalement très enrichissant de savoir pourquoi il y a eu une difficulté. Et finalement, cette difficulté, elle a pu servir de moteur, ou cette contrainte a été un moteur pour développer une nouvelle stratégie, par exemple. Réfléchissons à tout ce qu'il faut pour obtenir gain de cause avec nos concitoyens en matière de pratique de tri. Est-ce que vous ne croyez pas que, d'abord, il faut une volonté politique essentielle pour y arriver, et que cette volonté politique, elle n'est pas facile à promouvoir dans tous les endroits? Il y a beaucoup de maires qui disent, au fond, bon, c'est un problème second. Deuxièmement, il faut évidemment une gestion des entreprises à long terme qui ne dépendent pas seulement des actionnaires. Les actionnaires, ils veulent de l'argent tout de suite et ils ne veulent pas qu'on sacrifie de l'argent éventuellement à gérer les emballages. Troisièmement, je dirais, comme vous l'avez dit, il faut que chacun ait droit à l'expérimentation et à l'erreur. Et quatrièmement, enfin, il faut des consommateurs qui soient remplacés par des citoyens. Est-ce que vous avez l'impression, vous, Florence Presson, que vous avez avancé dans ce domaine? Vous avez transformé des consommateurs en citoyens? Alors,
Oui, de plusieurs façons. Tout d'abord, quand vous organisez un événement sur la ville, eh bien évidemment, vous vous positionnez, parce que c'est bien de parler, d'expliquer, mais le mieux c'est l'exemple, vous vous positionnez sur comment générer moins de déchets, comment faire en sorte que l'alimentation qui va être proposée soit le plus locale possible, parce que ça va éviter des déplacements. Donc c'est tout un nombre de gestes, d'actions qui sont menées au sein de la ville avec le grand public qui permet effectivement de faire ces petits pas de côté. Comment est-ce que le grand public le sait ? Ça va être une communication assez naturelle. C'est quoi assez naturel ? Assez naturel, ça va être un festival du film Société en transition dans lequel on ne va pas parler de 2017 ou 2018, mais on va parler de 2027 et 2028. Nous sommes dans 10 ans. Quelle est notre société ? À quoi ressemble notre ville ? Quelle est notre façon de consommer la vie et la ville ? Et effectivement, de façon assez ludique et non pas en imposant un certain nombre d'actions, eh bien petit à petit, il y a ce décalage, ces pas de côté qui permettent de voir non plus des contraintes, mais plutôt des solutions. Jean, je vous donne un conseil. Vous devriez embaucher Florence Presson pour former vos ambassadeurs du tri. Écoutez, si vous le voulez. On en parle après. Mais je peux, en fait, vous avez cité les trois acteurs essentiels. Les entreprises. Les entreprises qui, effectivement, exercent cette responsabilité et financent la fin de vie des emballages et des papiers. Et en fait, le sujet pour les entreprises est central. Ce n'est pas un sujet qui est mis de côté. Les entreprises nous mettent une pression colossale pour accélérer les performances de recyclage. Et pour ça, on a des travaux à 360. Et le premier travail avec elles, ça s'appelle l'éco-conception, c'est-à-dire la capacité à mettre sur le marché des emballages soit qui utilisent moins de matière, soit sur des matériaux qui sont plus recyclables. Il y a des matériaux qui ont disparu comme le PVC au profit d'autres qui sont totalement recyclables. Après, sur les élus, en fait, le sujet est devenu central pour les élus aussi. Et même quand on regarde dans les territoires urbains, ou peut-être à l'époque on était plus sur le transport ou le logement, en fait, la gestion des déchets qui deviennent une ressource est devenue pour eux, je pense, un sujet majeur. Et le fait de pouvoir assumer, d'ailleurs, dans l'espace public, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de place, des poubelles de tri, qui est un enjeu majeur, est aujourd'hui quelque chose sur lequel les élus sont extrêmement sensibles. Et pour les citoyens, il y a deux choses à faire. Il faut simplifier. Simplifier, c'est donc que tous les emballages et les papiers aillent dans une poubelle bien identifiée sur toute la France, avec des poubelles toutes de la même couleur. Donc ça, c'est le programme des 5 années qui viennent. Et la deuxième chose, c'est les inciter. Et les inciter, alors moi j'ai une technique qui est très utilisée à l'est et à l'ouest de la France, ça s'appelle la tarification incitative, c'est-à-dire plus j'utilise ma poubelle d'ordures ménagères classique, plus je paye, moins je l'utilise, moins je paye, qui est une incitation extraordinaire au geste de tri. On voit que la poubelle d'ordures ménagères baisse de 50% et le geste de tri de 30%. Voilà. Et si c'est associé au biais déchets, c'est fantastique. Donc en fait, on a des leviers, ça me rend optimiste pour le futur. Ça veut dire, en fond, c'est un levier financier. Tu tries bien, je te donne quelque chose, tu payes moins. Et tu tries mal, tu payes plus. En fait, c'est extrêmement moderne en ce sens qu'au lieu de payer ma taxe sur ordures ménagères en fonction du nombre de salles de bain ou de la pente de mon toit, je vais la payer en fonction de mon comportement quotidien, qui revient à dire ce sujet est important au quotidien pour les citoyens. Et je trouve que c'est une façon, et il existe dans d'autres pays, et c'est une façon extrêmement moderne finalement de responsabiliser le citoyen au même titre que les entreprises, les collectivités locales, les opérateurs. Et en plus, c'est super efficace. Ne nous privons pas de le faire. En fait, il y a une question d'imagination dans tout ça. D'imagination, de moyens pour essayer de convaincre nos concitoyens, au fond, de mettre la main à la pâte. Oui, en fait, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va donner le pouvoir aux citoyens de convaincre les autres concitoyens. Donc c'est ça, la clé à trouver. Alors on parle beaucoup du nudge, en fait c'est agir sur les comportements. Qu'est-ce qui va motiver surtout les nouvelles générations, qui sont souvent, ils veulent sauver la planète, mais pas forcément descendre la poubelle. Qu'est-ce qui va faire que quotidiennement on va agir? Ça, c'est encore quelque chose qu'on a à trouver en utilisant l'innovation, la technologie, les plateformes digitales, et après effectivement le quotidien, la proximité, le fait qu'on puisse tous les jours être au contact des gens. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose
qui empêche le citoyen de l'être, c'est qu'au fond, il ne voit pas très bien l'impact de son action individuelle et personnelle sur le collectif, sur la municipalité. Qu'est-ce que vous faites pour lui permettre de visualiser cette possibilité? Alors, effectivement, si on n'est pas en mesure d'expliquer la raison de pourquoi mettre dans telle poubelle ou dans telle autre ce qui coûte de la place dans sa cuisine, dans sa salle de bain, puisque on parle souvent du tri dans la cuisine, mais pas forcément et suffisamment dans la salle de bain, il faut effectivement qu'il y ait des démarches pédagogiques très simples. Si on dit, écoutez, vous voyez le banc public qui est là, il a été réalisé avec des stylos qui ont été collectés dans les écoles, ou il a été réalisé avec des composants électroniques parce que vous n'avez pas mis comme ça à la poubelle ou sur le bas d'un trottoir vos vieux ordinateurs, mais ils sont passés dans une filière. C'est réellement toute cette partie d'exemplarité. Et je pense qu'effectivement, la notion de participation incitative, le fait de payer le moins possible si je mets sérieusement ma poubelle au régime est assez fondamentale. Au niveau de la région Île-de-France, il y a eu une démarche de Sophie Deschiens qui a en charge cette tâche-là, de nous rassembler tous. Moi, je ne suis pas élue de la région, mais de nous rassembler et de partager sur comment on pourrait imaginer dans nos zones denses, parce qu'on sait que ça marche très très bien dans les zones périurbaines ou rurales. Mais comment dans notre zone dense, et avec les pressions financières que nous connaissons tous, et ça coûte quand même un certain... de changer l'ensemble de nos bacs, non seulement les changer financièrement, mais aussi les retraités, puisqu'on va avoir des montagnes de poubelles en poubelles. Comment effectivement, concrètement, mener des expérimentations et commencer à développer au sein de la région Île-de-France cette participation incitative qui a un sens complet vis-à-vis du citoyen. En fait, la commande publique peut être un levier très important pour l'économie circulaire. Et vous détenez finalement une certaine responsabilité, ne serait-ce que par la manière dont, au fond, vous organisez votre action en direction de telle ou telle entreprise et aussi en direction de tel ou tel citoyen. Oui. Alors le levier de la commande publique, il est fondamental. Il est fondamental, mais il fait énormément peur aux élus, aux maires. Pourquoi ? Si effectivement je vais jusqu'au bout de mes convictions, je vais écrire un cahier des charges, un appel d'offres qui tient compte d'un certain nombre de critères qui pour moi sont fondamentaux. Sauf que si personne ne répond à ce cahier des charges, je vais avoir un appel d'offres infructueux. Comment je fais pour gérer ma ville dans ce cadre-là? Ou alors, si on me répond, mais avec un prix, voilà, un tarif hors de prix. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas aller augmenter les impôts pour dire « Ah ben oui, mais alors maintenant, on est beaucoup mieux qu'avant, mais par contre, ça coûte beaucoup plus cher. » Donc là, il y a une vraie réflexion avec aussi des départements au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, sur par exemple le lancement d'un Green Deal. Un Green Deal de la commande publique qui permettrait effectivement de lancer un message important aux entreprises. Les entreprises, à mon sens, sont celles qui sont le plus dans les starting blocks. Parce que, très honnêtement, ça leur fait faire des économies. Si je fabrique cette table qui est démontable, recyclable à l'infini et qui, en plus, j'ai économisé de la matière première, c'est franchement économiquement très intéressant. Mais si elles ont ces solutions-là, mais aucune collectivité qui rédige des appels d'offres, on peut tous s'attendre. Et là, je pense qu'un certain nombre d'actions et la feuille de route de l'économie circulaire doit être vraiment un accélérateur de ces changements. On va pouvoir se mettre en face. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen, l'entreprise et l'élu est juste sur le bord de la marche et prêt à y aller ensemble. Et ça, c'est fondamental. Monsieur Ornin, vous êtes en dialogue continuel avec les élus sur cette base-là ? Oui, en fait, c'est sur la recherche de débouchés. C'est-à-dire qu'il faut bien des gens, et la commande publique fait partie des leviers, qui demandent la matière recyclée. Donc ça existe au niveau des entreprises. Donc des entreprises qui fabriquent des bouteilles d'eau demandent du PET, c'est la matière recyclée.
Et la commande publique peut être un levier fantastique. Et dès lors que vous passez un cahier des charges en disant « je veux du recyclé », vous inquiétez pas, vous en aurez. Parce qu'en fait, dès lors que vous avez l'aspirateur, finalement, derrière, tout se met en place. Et après, la compétitivité de la matière recyclée, effectivement, est parfois plus délicate. Alors, elle existe sur le verre, par exemple. Sur le verre, c'est très compétitif. Sur les résines plastiques, c'est un petit peu plus difficile. Néanmoins, là, Citeo intervient, parce que Citeo finance la collecte et le tri. Et donc, vient boucher une partie du trou qui sinon, effectivement, on ne pourrait pas faire d'économie circulaire si on ne finançait pas toute cette partie-là. À votre avis, où est le point le plus faible aujourd'hui du système dans lequel nous sommes, du point de vue de la récupération au titre de l'économie circulaire des ordures? Le point le plus faible, c'est que finalement, on a encore seulement un Français sur deux qui trie systématiquement. C'est-à-dire systématiquement, c'est tous les jours et où qu'il soit. En fait, c'est encore notre point faible. Cette action de terrain, ou ces actions de communication, ou effectivement montrer à quoi ça sert, en quoi un geste aussi simple, aussi finalement tout petit au quotidien peut être important pour la planète, est encore un enjeu pour nous. Et tout le reste finalement est en train de s'organiser. L'éco-conception, les débouchés, les centres de tri, la collecte, tout ce système-là peut s'organiser dès lors que le citoyen fait le geste de tri. Et là encore, on a encore un joli challenge devant nous. Il y a de grosses polémiques avec les conditions dans lesquelles on détruit, on brûle les ordures qui doivent l'être. Parce qu'il y a l'idée, bien sûr, que ça développe des gaz, des maladies, etc. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette restructuration, notamment dans la région parisienne, des usines qui servent, au fond, à brûler, alors là, ce qui reste, c'est-à-dire les ordures? Alors, on le salue quand c'est en Scandinavie et on le critique quand c'est en France. C'est-à-dire que les Suédois, par exemple, ont les plus grands incinérateurs du monde et ils en servent pour fabriquer de la chaleur puisqu'ils ont besoin de se chauffer. Les incinérateurs modernes sont des incinérateurs extrêmement propres sur un plan environnemental. Ce qui est dommageable aujourd'hui, c'est pas tellement l'incinération, parce que c'est une deuxième vie finalement. C'est pas la vie éternelle, mais c'est une deuxième vie. Le sujet, c'est l'enfouissement. Il y a encore un tiers des ordures ménagères en France qui sont enfouies. Ça, je veux dire, il faut le faire disparaître. Alors peut-être progressivement, mais en fait, on ne peut plus aujourd'hui enfouir des choses dans la terre. Donc en fait, vous avez en premier la consommation responsable, essayer de consommer au plus juste de ses besoins, ou la frugalité, ou la sobriété en tout cas. Ensuite, vous avez le recyclage matière, et après, vous avez la valorisation énergétique qui permet quand même, au lieu de mettre du pétrole dans des chaudières, finalement, on peut mettre effectivement des déchets ou le résiduel qui n'a pas été recyclé. Et ce qu'il faut arrêter, c'est l'enfouissement. Qu'est-ce que vous dites à nos concitoyens qui s'inquiètent de l'incinération? En fait, je leur dis qu'aujourd'hui, pour être allé dans des incinérateurs et voir comment ça fonctionnait, au XXIe siècle, ce qui sort des fumées, on peut ne pas s'inquiéter. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, je sais qu'il y a eu des sujets dans ce domaine-là. Bon, et néanmoins, effectivement, l'autre jour, j'ai allumé la télé, j'ai vu un magnifique reportage sur la Suède qui disait « Qu'est-ce que c'est génial, la Suède !» Bon, voilà, je veux dire, on est au XXIe siècle, on peut faire des choses dont l'impact environnemental est plutôt bénéfique par rapport à ce qu'on faisait il y a 20-25 ans. Merci à tous les deux. Merci pour cette discussion qui montre bien ce que peut être la collaboration entre Citeo et une institution municipale. Alors, nos déchets valent de l'or. Plaidoyer pour l'économie circulaire, troisième partie. Notre grand témoin est Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, peu de gens savent que vous avez une formation de tourneur, fraiseur, puis vous avez été interne en chirurgie, un bon médecin, puis vous avez exploré le monde et la première fois en 86, vous avez réussi à atteindre le pôle Nord et en solitaire. Vous étiez le premier à atteindre le pôle Nord en solitaire. On peut dire que toute votre vie plaide pour une défense de la planète. On peut dire que des expéditions à vocation scientifique et pédagogique vous doivent énormément. La traversée du pôle Nord en ballon, que vous aviez publié aux éditions du Chêne, Persévérer, que vous avez publié chez Paulsen. Et puis je pense à vos deux derniers livres, Inventer sa vie aux éditions Le Passeur et Dans mes pas chez Paulsen. Alors ces livres ont retenu mon attention parce que justement, ils sont au cœur de notre sujet, c'est-à-dire en fait autour de l'économie circulaire,
autour de la durabilité. Et j'ai été chercher dans le petit dictionnaire qu'est ce livre qui s'appelle Dans mes pas, j'ai été chercher ce thème d'une énergie renouvelable. Et que dites-vous là? C'est dans Inventer sa vie. L'énergie renouvelable, et vous en citez quelques-unes, le photovoltaïque, le solaire, l'hydraulique, la géothermie, etc. Vous dites que c'est une énergie finalement dispersée à la surface de la planète, et vous dites il y a bien sûr un problème de stockage de l'électricité, mais à l'avenir, on pourrait peut-être aller même jusqu'à l'énergie nucléaire durable. Alors j'ai été étonné par cette réflexion parce que je n'avais jamais lu quoi que ce soit sur l'énergie nucléaire durable. Oui. Une fois de plus, vous êtes l'inventeur de cette chose. Alors comment est-ce que vous pensez que ça peut plaider au fond pour un meilleur environnement sur la planète? Si vous voulez, aujourd'hui, on est à 95% dépendant des énergies fossiles. Charbon, pétrole, gaz. Donc la transition énergétique souhaitable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique, c'est de faire appel à ces énergies renouvelables. Hein, vous avez cité la liste, effectivement, il y en a beaucoup. Et si on regarde bien, à part la géothermie, elles dépendent tous du soleil. Hein, vous voyez, c'est le soleil qui est responsable du vent, responsable de la pluie, qui remplit les réservoirs, etc. Mais cette énergie, elle est très dispersée, en fait. Et imaginons qu'on exploite au maximum, par exemple, je donne un exemple, gagner du Mistral dans la vallée du Rhône. C'est une énergie colossale. Mais si on veut exploiter tout ça, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre des éoliennes partout, il faudrait carrément... Vous voyez. Et puis cette énergie, si on n'en a pas besoin, il faudrait la stocker. Donc ça pose des problèmes à la fois d'alternance, de faiblesse de l'intensité, donc multiplier les capteurs, et ensuite... Mais vu la quantité d'énergie que nous consommons, vu l'évolution de la démographie, les quantités d'énergie colossales dont on va avoir besoin, je ne pense pas que l'équation des énergies renouvelables dont on a besoin et qu'il faut mettre à l'œuvre puisse couvrir l'ensemble des besoins énergétiques. Et donc, c'est vrai que la question sur le nucléaire m'est posée. Alors on me dit, vous êtes pro-nucléaire. Non, je ne suis pas pro-nucléaire, je suis pro-énergie. Je pense que... Voilà. Et donc, aujourd'hui, les générateurs nucléaires que nous avons sont de génération 2. Ils ont été conçus il y a 50-60 ans. Ils ont les défauts que l'on connaît. On ne va pas revenir là-dessus. La génération 3, c'est l'EPR, qui n'est pas encore en œuvre, qui va durer quelques dizaines d'années. Mais E égale MC2. Ça, c'est intéressant. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse de la matière. Et C, c'est la célérité et la vitesse de la lumière. Donc, dans une réaction nucléaire de fusion de noyaux légers comme dans le Soleil ou de fission, vous avez une perte de masse et une production d'énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. Ça, c'est Einstein. Merci Einstein. Ça, il va falloir l'exploiter. Et on peut l'exploiter physiquement sur les papiers, dont les ingénieurs savent le faire dans ce qu'on appelle là la génération 4, qui sont des digesteurs, qui vont consommer pas mal de nos déchets nucléaires. Et puis, ce que je trouve extraordinaire, c'est ITER. Le projet ITER, c'est en fait recréer un soleil sur Terre, maîtriser sur Terre l'énergie solaire. Alors on dit que c'est dans très longtemps, oui, ITER. Oui. On dit qu'on n'y est pas encore. Oui. Mais ce qui m'a intéressé, si vous voulez, dans cette définition que vous donnez, dans cette recherche de l'énergie nucléaire renouvelable, c'est que vous consonnez totalement avec l'idée du déchet recyclable. Oui. C'est une idée très forte, l'idée du déchet recyclable. De la même manière que parler de l'énergie nucléaire renouvelable, c'est aussi une idée très forte qui va dans le même sens. Déchets... Vous dites déchets recyclables. C'est quasiment un oxymore. Si c'est recyclable, ce n'est pas un déchet. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, effectivement, il faut aller vers tout ce qui est le plus possible recyclable. Et pour fermer la parenthèse du nucléaire, effectivement, mais c'est dans 80 ans, ça va coûter encore des milliards, mais on parle quand même de l'énergie à l'échelle de la planète. Donc ça vaut le coup qu'on s'y penche, d'autant que les cerveaux éclairés arrivent à trouver des solutions technologiques, quoi. Mais le cul-de-sac à éviter, quoi que l'on fasse, c'est effectivement la production de déchets, dont on ne sait pas encore quoi faire. Alors, vous écrivez, je crois que c'est dans Inventer sa vie, il y a une façon de changer le monde dans sa globalité, soyons efficaces, chacun dans sa zone d'influence. Oui. C'est exactement ce que vous faites, c'est exactement ce que fait Citeo dans sa zone, qui est le recyclage, hein, donc des déchets qui n'en sont pas, qui sont des valeurs, qui sont de l'or, hein, comme le dit le livre de Philippe Loïc Jacob. Et donc vous avancez en parallèle, et finalement, lorsqu'on vous lit, on voit que vos parallèles se coupent, car il existe, et vous devez en être fier, une dizaine d'écoles, et même un lycée à Caussade, qui porte votre nom. Ah oui. Ça, c'est quand même une reconnaissance magnifique. Oui. Et il y a dans ces écoles, et dont une par exemple à Herblay, eh bien, un imposant travail sur le tri sélectif, sur le recyclage. Oui. Et donc là, vos chemins se sont forcément croisés.
Bien sûr, parce qu'en fait, les principales préoccupations environnementales, enfin, le climat, on l'a évoqué, la consommation excessive, surtout du charbon. Pour nous, Français, le charbon, c'est le musée de la mine, c'est Renault qui chante les corons, etc. Mais le charbon est la matière première à l'échelle planétaire. C'est avec ça qu'on marche. Et ça reste en Pologne, en Allemagne. Exactement. Quelque chose d'extrêmement inquiétant. Exactement. Donc, il y a cette notion d'énergie. Ensuite, effectivement, c'est l'accumulation des déchets. C'est-à-dire qu'on n'a pas considéré pendant longtemps que les déchets, on les empilait quelque part. Moi, j'ai 70 ans. Je me souviens que les déchets, c'était au bord de la rivière. Il y avait un cheval qui passait avec la charrette et tout était là. On mettait le feu, ça brûlait, etc. Donc tout ça, c'est fini. Il y a quand même une évolution colossale. Mais moi, je fais des interventions auprès de jeunes ingénieurs ou d'études et ils ont déjà, dans le gène environnemental, est en train de se mettre en place. Et oui, donc beaucoup de jeunes managers ont pris la démarche RSE très à cœur. On le voit aussi dans les entreprises familiales, recyclage des déchets, effort d'isolation, etc. Une dynamique s'est créée chez les plus jeunes. Donc ça, c'est plutôt réconfortant. C'est intéressant de voir que moi, je parle de l'entreprise Ferrari, c'est une entreprise qui fait des bâches pour les camions. Elle est exemplaire en matière de recyclage. Mais c'est le fiston qui est arrivé, jeune, qui fait des études et qui dit « Attends, papa, on ne peut pas continuer à produire ces trucs-là. On va essayer de voir. » Et à partir de cette matière première, qui était considéré comme un déchet, il en a fait une matière première. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de son entreprise s'installent des entreprises dont la matière première est le déchet du voisin. Et donc, on voit cette espèce de mise en place de recyclage qui se fait. Jean-Louis Etienne, vous évoquez au fond la force d'une idée. C'est-à-dire que vous avez eu énormément d'idées pour aller affronter les grands froids du pôle Nord, et en même temps énormément d'idées pour préserver la nature. Et vous évoquez, au fond, l'invention. Concevoir un vaisseau inattendu, comme vous l'avez fait, le voilier polaire, concevoir un dirigeable, concevoir un navire vertical. Vous allez nous en parler. Et vous dites, une idée est bonne si elle est viable, si elle est porteuse de rêves, si elle est compréhensible, si elle se partage. Et vous trouvez à ce moment-là quelque chose qui est littéralement susceptible d'être exposé au monde. Je voudrais que vous me disiez, en matière de déchets, est-ce que vous pensez que cette réflexion générale que vous avez s'applique? Oui, elle s'applique. Et on voit bien aujourd'hui, il y a des gens qui s'installent, je dirais, Éco-emballage l'a fait, et donc aujourd'hui, Citeo. Moi, j'ai travaillé avec eux au début, il y a longtemps, sur une île qui s'appelle Clipperton, qui est une île française isolée du Pacifique. Il n'y a personne qui habite là. Vous êtes au large, à 3 jours de mer d'Acapulco, et vous arrivez sur cette île déserte et vous marchez sur le plastique. Et donc tout ça, c'est qu'effectivement, c'est amené par un courant. Mais ce sujet est important, le plastique, parce qu'en fait, ça nous rebute quand on voit ça. On dit « Ah là là !» Mais ce qui est plus grave, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire cette érosion de la matière plastique due aux ultraviolets du soleil, à l'érosion de la mer, qui va faire des toutes petites molécules de plastique sur lesquelles va se fixer le phytoplancton, l'herbe planctonique. Hop, elle va prendre racine sur cette toute petite molécule, elle va fixer. Et en plus, elle a la capacité à fixer tous les métaux lourds, les pesticides, toutes les saloperies. Et alors cette toute petite touffe verdâtre, qui est le phytoplancton, va être mangé par le zooplancton, la petite bête supérieure, le copépode, c'est tout petit, qui va être mangé par la crevette, par le poisson, machin. Et que c'est comme ça que ça rentre dans notre chaîne alimentaire. Et donc c'est ce qui explique la formation de ce fameux 7e continent abominable. C'est une concentration de zones... qui représente 3 fois la France. Oui, dans le Clipperton que j'évoque, et sur ce sont des gires de courant, si vous voulez, qui concentrent ces choses-là. Mais la force d'une idée, pour revenir, j'aime bien ça, parce qu'en fait, j'interviens beaucoup dans les lycées, encore à Langres, c'était la semaine dernière. Et donc, quand je parle de mes aventures, on a l'impression que je suis inoxydable, que je suis passionné et que c'est arrivé comme ça du ciel, vous voyez. Et je dis non, c'est une force. Quand on lit vos livres, on voit que c'est un travail permanent. Mais je dis la force d'une idée. Quand vous avez une idée, alors l'idée, la bonne idée, c'est un truc à un moment donné qui vous prend là. Et moi, je dis quand les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez, vous avez l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui va vous animer. Ça, c'est rare. C'est des choses qu'il faut cultiver. Et c'est partout pareil. J'en fais devant des chefs d'entreprise, dont pas mal aujourd'hui travaillent sur le recyclage. Et ce sont des gens qui, à un moment donné, ont trouvé un truc et se sont dit, mais ça ne va pas. Il faut en faire quelque chose, quoi.
Et ça demande beaucoup d'ingénuité. En fait, est-ce que la nature ne nous suggère pas un certain nombre de choses pour penser l'économie circulaire ? Dans la mesure où dans la nature, tout est circulaire. Vous avez parlé des conditions dans lesquelles on se nourrit, et finalement, la diversité animale se nourrit d'animaux qui ont pris du plastique et qui eux-mêmes prennent du plastique, et finalement, d'autres en prendront effectivement. Ouais. Et donc, si on ne réfléchit pas finalement au caractère circulaire de l'économie, ben, on est incapable de rendre compte de la réalité. Il faut renouer avec l'écosystème Terre. C'est exactement ce que vous soulignez. L'écosystème Terre idéal, c'est ce qu'a produit la nature avant que nous, Superman, parce qu'on est des mutants surdoués. On invente des trucs, on a pris la possession des espèces, des espaces. Quoi. Les autres espèces ne peuvent pas s'adapter. Et donc, c'est l'anthropocène, c'est vraiment c'est l'anthropocène, et on crée des cul-de-sac, entre autres de déchets. Il faut renouer avec cet écosystème Terre originel qui était la base de tout, de la vie sur Terre. La base de tout, c'est ce qu'on appelle la production primaire. Le vert, le soleil, les plantes, elles sont autotrophes. Elles se nourrissent de lumière, d'eau et de carbone qui est dans l'air. Hein. À partir de là, elles vont faire ce qu'on appelle la production primaire du vert. Le vert, c'est la base de tout, qui va être mangé par les consommateurs. Hein. On parle de la nature, ils sont végétariens ou ils sont carnivores après entre eux. Et le troisième pilier du fonctionnement idéal, ce sont les recycleurs. Et les recycleurs, c'est ceux qu'on voit, les vautours et autres, mais ceux qui bossent le plus, ce sont ces microbes qui nous habitent et qui habitent partout, et qui vont transformer cette matière organique, vivante même si elle est morte, en une matière minérale, et la matière minérale va de nouveau nourrir la production primaire, parce que les plantes ont besoin de minéraux, de sel, d'eau et de gaz carbonique. Donc il faut renouer, vous voyez, pour être vertueux, il faudrait se rapprocher le plus possible de cet écosystème Terre originel. Alors, rapprochons-nous de cet écosystème Terre. Vous le décrivez de façon assez remarquable quand vous parlez des fous de bassin. Le fou de bassin a besoin de macros. En général, d'ailleurs, c'est des macros bleus, dites-vous. Les macros bleus cherchent l'eau froide. Et finalement, il y a une espèce de perturbation continuelle, même infinie, dont vous parlez, dans un écosystème. Et c'est ça qui provoque l'extension des dégâts. C'est-à-dire que si on ne trouve pas, si par exemple là le macro bleu n'arrive pas à trouver son eau, alors les dégâts commencent et les dégâts se transmettent très facilement à toutes les espèces. C'est un exemple intéressant que vous dites là, ça se passe dans le Saint-Laurent. Il y a l'île de Bonaventure, c'est plein de fous de bassin. Les fous de bassin, ils mangent du maquereau bleu comme vous l'avez dit. Le maquereau bleu, il vit dans ses eaux. À un moment donné, avec le réchauffement climatique, il y a des eaux chaudes qui arrivent. Donc le maquereau bleu, il plonge dans des eaux plus froides, où ils montent vers le Labrador. Et les fous de bassin qui sont là, ils n'arrivent plus à attraper les maquereaux. Donc réchauffement climatique a des conséquences, vous voyez, sur cette population d'oiseaux. Et donc les conséquences, je vous donne un autre exemple. On était sur l'île de Clipperton, on voit arriver un matin 5 seineurs. Ce sont des grands bateaux de pêche qui font 90 mètres, qui pêchent jusqu'à ce que ce soit plein. Il y avait des petits oiseaux, il y avait plein d'oiseaux à ce moment-là. Ça s'appelle des fous masqués, ceux-là. Et on se rend compte qu'après le passage de ces pêcheurs, les petits mouraient. Donc on avait des ornithologues. Je dis, est-ce que tu expliques quelque chose? Il me dit oui. Il me dit, les thons qui sont pêchés par ces seineurs, les thons mangent des poissons volants et des calmars. Les oiseaux mangent des poissons volants et du calmar. C'est la même chose. Je dis, mais quand on a pêché du thon, il reste beaucoup plus d'oiseaux, de poissons volants et de calmars pour les oiseaux. Il me dit non, parce que ce qui fait que l'oiseau attrape le calmar et le poisson volant, c'est parce que le thon chasse dessous. Le thon chasse, si vous voulez, et hop, les poissons volants montent, les calmars montent, et les oiseaux ont accès. Donc, tout ça pour comprendre que c'est toute une interaction circulaire permanente. Oui, je voudrais généraliser, parce que vous expliquez dans votre livre que chaque individu dans la nature cotise de ses activités, de sa façon de se nourrir, et au final, de son corps, qui va être entièrement recyclé au profit de toutes les espèces. Ben oui. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire que chacun des corps, finalement, est recyclé et sert aux autres espèces. Au fond, l'idée de recyclage est au fond de... Elle s'inspire de la nature, totalement. Totalement naturelle. Mais oui, elle est totalement naturelle. C'est ça. C'est la production primaire, les consommateurs. Chaque espèce cotise de son art de vivre, son habitude de vivre, dans une relation proie-prédateur. Mais à la fin, tout le monde meurt. Et les microbes font leur boulot et transforment cette matière organique dans une matière minérale qui va recommencer. Donc
C'est un cycle vertueux qui doit nous inspirer. Et justement, et vous l'écrivez aussi, quand on est un bon recycleur en triant ses déchets, mais aussi en choisissant des produits composés de matières renouvelables. C'est exactement le défi auquel est confronté Citeo, qu'elle appelle d'ailleurs éco-conception, c'est-à-dire en amont. Bien sûr. Alors, dans ce schéma qu'on a évoqué, production primaire, consommateur, recycleur, nous on est là aujourd'hui, des consommateurs. On a une capacité, on a une intelligence, si vous voulez, dans notre capacité à consommer les choses. On peut regarder d'où ça vient, de comment c'est composé. Mais en même temps, en amont, il faut proposer aux clients, aux consommateurs, des choses qui seront recyclables. On ne peut pas demander, même si on est un consommateur intelligent, qu'on regarde de quoi c'est fait, etc., on ne passe pas son temps à regarder tout ce qu'il y a. Donc il faut effectivement que l'industrie de recyclage, toutes les industries d'emballage, propose des choses qui soient recyclables. Il faut même que ce soit marqué dessus. D'ailleurs, c'est de plus en plus le cas, pour faciliter le tri. Alors pour tout ça, on a finalement 2 atouts que j'ai retrouvés dans l'un de vos livres et sur lesquels vous insistez à plusieurs reprises. Nous avons la conscience de la situation et l'intelligence des solutions. Et ça, c'est quand même, ça veut dire qu'au fond, nous demandons à tous nos concitoyens, aussi bien en matière de déchets que dans le reste, d'avoir cette conscience de la situation et d'avoir cette intelligence des solutions. On n'échappe pas à notre animalité. L'animal, toute espèce, qu'elle soit animale ou végétale, elle est mue par 3 obligations: reproduction, prospérité de l'espèce, extension du territoire. Reproduction, prospérité de l'espèce, extension du territoire. Et donc, nous répondons à cette animalité. Reproduction, extension de l'espèce, si vous voulez, on prend la place, et extension du territoire. Depuis les colonies, depuis les premiers... voilà. Et donc, on n'échappe pas à ça. Donc, on a cette animalité qui nous habite, et on est doté de conscience. Je ne veux pas dire que les animaux ne sont pas dotés de conscience. Ça m'a été reproché de temps en temps quand je dis ça. Mais l'homme est quand même doté d'une intelligence, d'une conscience. S'il avait cette conscience, et c'est effectivement qu'il échappe, conjuguer sa conscience avec son animalité. Si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut se réfréner un petit peu dans ses désirs de consommation, d'extension, etc. Et ça demande une certaine conscience pour une meilleure cohabitation. Pour échapper à ce qu'on appelle l'hubris, la démesure, la surconsommation. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que par votre mode de vie même, on le sait, par les techniques de survie que vous avez employées dans toutes vos expéditions, vous êtes l'exemple d'une certaine ascèse. Et l'exemple qu'une certaine ascèse, finalement, est possible et souhaitable pour la planète. En même temps, vous ne prenez pas l'ascèse. Je ne fais pas d'efforts. En même temps, voilà, c'est naturel. Je ne fais pas d'efforts. Je fais des choses que j'aime. Voilà. Et je me rends compte que la frugalité est intéressante. L'abondance frugale, comme dirait Jean-Baptiste de Foucault. Ou l'abondance frugale. Mais dans la frugalité, on fait preuve de plus de réflexion, d'intelligence. Bien sûr, bien sûr. Et on se rend compte que les solutions qu'on trouve avec presque rien... moi, j'étais avec le père Jaouen, il amenait sur son bateau, j'étais médecin, des prisonniers, des toxicomanes, etc. Et il aimait bien, si on lui offrait une machine à laver toute neuve, parce que je l'ai vécu, ça ne l'intéressait pas. Il voulait une vieille machine à laver qui se démerdait, putain, elle remarche. Donc, essayer de vivre cette découverte permanente que l'on peut, le plaisir que l'on a à réparer les choses. Moi, je suis bricoleur, donc j'aime... Oui, vous faites l'éloge du geste dans vos livres. Le geste m'a sauvé. Et le tri, c'est un geste par excellence, évidemment. Vous faites l'éloge du geste. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez toujours, dites-vous, votre boîte à outils, qu'elle soit intellectuelle avec vous ou même une vraie boîte à outils. Ce qui m'a mis un peu dans l'insouciance, c'était que je savais qu'avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, avoir des poules, un jardin et voir venir. Vous voyez, et l'usage des 10 doigts, moi j'ai été, vous l'avez évoqué au début, j'ai commencé par une formation de tourneur-fraiseur. Enfin, au collège, je n'ai pas exercé. Et là, on a dit, ce gars-là, peut-être que... Parce que tout d'un coup, là, c'est la formation professionnelle qui est très d'actualité à l'heure actuelle. Si vous voulez la formation professionnelle, je suis un ambassadeur de la formation professionnelle. Ouais. C'est un parcours qui vous remet dans la vraie vie. Et vous êtes jugé sur des choses que vous faites, que vous imaginez, que vous dessinez. Et ça a été pour moi une reconquête de la confiance dans mon parcours scolaire. Et la chirurgie, ça a été la même chose. Avec mes 10 doigts, tout d'un coup, la médecine devenait quelque chose que je pouvais faire avec le geste. Voilà. Donc j'ai la chance d'être manuel. Mais Jean-Louis Etienne, tout le monde n'est pas manuel. Comment est-ce que vous pensez que l'obstacle principal qui se pose à la société française en termes de déchets, c'est-à-dire le geste de tout un chacun, de trier, d'organiser ses déchets, pourrait-il être stimulé puisque vous savez très bien user de ces gestes, quels conseils donneriez-vous à nos concitoyens
pour qu'ils usent de gestes du même type vis-à-vis de leurs ordures? Moi, j'habite dans un immeuble où il y a 33 étages. Donc, en bas, on a les poubelles. Je me rends compte qu'elles sont pleines. Elles sont pleines souvent. Il y en a qui sont pas bons, qui mettent des cartons entiers. Il faut les plier, vous voyez, c'est être un peu citoyen, quoi, etc. Mais je pense que le geste de mettre dans la poubelle jaune ou dans la poubelle verte, il a l'air d'être en place aujourd'hui. Grâce à des organismes, grâce à des organismes, éco-emballage, ex-éco-emballage qui font ça. Ouais. Mais à l'autre bout, c'est une vraie industrie. C'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte. C'est une vraie industrie. C'est pas un sous-produit de notre civilisation. Ça doit revenir effectivement. Et là, on a besoin de. Si vous montrez, bon, ça c'est du verre, mais une canette en alu. La recycler, la canette que tout le monde boit avec sa boisson, là, de la recycler, on économise 95% de l'énergie. Si on fait de l'aluminium à partir de la bauxite, il faut 95% de plus d'énergie que de la recycler. Je pense que ça se fait de plus en plus à l'école. À l'école, il y a pas mal d'enseignants qui sont sensibilisés. Je le vois, il y a des travaux pratiques comme ça, il y a des projets d'établissement qui se font autour du recyclage. J'ai confiance dans la pédagogie. J'aime la pédagogie pour revenir à l'idée. C'est essayer de trouver les mots simples pour expliquer des phénomènes complexes et tout en leur donnant tout leur relief, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est praticable, c'est faisable aujourd'hui, non seulement à l'échelle de notre nation, mais à l'échelle de la planète? Parce que c'est ça qui est en question, en fait. À l'échelle de la planète, il y a des pays dont ce n'est pas le souci, et puis il y a des pays dont l'économie repose sur la consommation, je ne dis pas le recyclage, mais sur la consommation des déchets des autres. Il y avait un très beau reportage que j'ai vu encore en Inde, où il y a des sociétés organisées et qui vivent sur la collecte. Vous allez me dire, ce sont les meilleurs recycleurs, parce qu'ils vont jusqu'au bout de ce que l'on peut. En Égypte aussi, en Inde, en Égypte, dans ces pays, effectivement, et où le déchet, le spectacle du déchet ne les dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie du décor. Il y a que, et du cycle. Mais il n'y a que l'éducation, et surtout l'éducation des filles. Et ça, l'éducation des filles, tout repose sur la démocratie. Bien sûr. La démocratie, c'est donner accès à l'éducation, et ça ne passera que par là. Et à partir de là, vous pensez que le geste citoyen pourra se généraliser? Oui, je pense. J'aimerais. Vous êtes vraiment optimiste, hein? Oui, je suis optimiste parce que d'abord, ça ne sert à rien d'être pessimiste. Le pessimisme peut naître d'une inquiétude. Et donc, mon réflexe, c'est d'aller à la solution. Vous voyez, je veux dire, alimenter un pessimiste, vous n'en sortez rien, quoi, hein. Je le vois dans des réunions qu'on a des fois sur la sécurité, quand on invente un bateau vertical, par exemple. Oui. Vous voyez, il y a des pessimistes que vous devez convaincre. Mais si vous arrivez à les convaincre, à leur donner leurs arguments que vous avez étudiés, vous en faites un allié. Voilà. Et donc, pour moi, tout repose sur la pédagogie. Et je le fais avec enthousiasme parce que ça me plaît. J'aime expliquer des phénomènes complexes comme le recyclage, par exemple. Et vous citez une phrase merveilleuse d'un auteur malheureusement trop méconnu, Charles Albert Cingria, un grand auteur suisse, mais trop méconnu. Donc rien que le fait de le citer, vous êtes sauvé. Ça, je m'en porte garant. Étonnez-vous de ce soleil avant d'en réclamer un autre. Voilà. Et c'est génial. D'une certaine façon. C'est génial. Et ça dit cette volonté, justement. Voilà, voyons les choses qui sont nôtres. Oui, c'est génial. C'est magnifique, ouais. Étonnez-vous, contentez-vous de ce soleil. Étonnez-vous de ce soleil avant d'en demander un autre, quoi. Pas de banalisation. On n'a pas de banalisation. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est un poète contemporain, Christian Bobin. Bien sûr. Oui, vous le citez. Nous connaissons bien. J'aime bien une de ses phrases. Il nous sert un refuge cosmique. Quand de temps en temps ça ne va pas, il dit il y a dans le ciel, pour chacun d'entre nous, donc on a tous droit, une étoile. Suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne l'atteignent jamais. Et je trouve ça génial, parce qu'on n'est pas tous vertueux. Là, j'ai l'impression d'être extraordinaire quand je vous parle, mais j'ai Vous êtes un professeur de vertu, là. Oui, mais j'ai mes défauts pareils. Donc, de temps en temps, j'ai besoin de ce refuge cosmique pour m'auto-pardonner en me disant, bon, je peux aller là,
je sais que même si j'ai eu des mauvaises pensées, etc., je peux me... Alors, est-ce qu'on peut parler de PolarPod, parce que c'est quand même le grand projet, donc PolarPod, ce fameux bateau vertical, donc c'est en cours. Oui. Donc quelles sont les échéances? PolarPod, c'est un navire vertical, ça repose sur une idée. Tous mes projets, il y a toujours une idée au départ, un besoin éventuellement, une construction technologique, et après, moi, je fais une sauce pédagogique. J'aime bien à partir de tout ça. Il y a un besoin, c'est d'aller étudier l'océan austral. L'océan austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique. Là, je parle du pôle Sud. Pôle Sud, il y a l'Antarctique, immense continent, et tout le tour, ce que les marins appellent les 50e hurlants. Ils y passent tous les 4 ans avec le Vendée Globe. Cet océan est immense, 22 000 km de circonférence, une surface énorme. C'est le principal puits de carbone, et ça rejoint nos préoccupations aujourd'hui, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 que l'on émet en excès se dissout dans l'eau froide. Donc, quelle est sa capacité à réguler le climat en absorbant le CO2? On ne le sait pas. Et donc, toutes les communications se terminent. On a besoin de mesurer in situ. On a besoin d'y aller. C'est ça qui m'a dit, mais quel type de bateau il faut pour aller sur cet océan de tempête permanent? Et donc, le PolarPod, navire vertical, en fait, quand le vent souffle, ça creuse la mer, ça fait des vagues. Et là, si vous voulez si vous voulez être stable, il faut échapper à la surface. Donc, c'est un navire qui est profond. Très peu de surface. Et très peu de surface. Voilà. Et donc, il est pris dans des eaux profondes stables. Et il y aura 7 personnes qui vont habiter à bord. On va dériver, on va prendre le courant. Circumnavigation. Il est autonome en énergie, zéro émission. On va étudier 4 choses. Donc, la capacité à absorber le gaz carbonique que je viens d'évoquer. À 80 mètres sous l'eau, vous avez le silence. Et donc, on met des écouteurs, des hydrophones. Et en écoutant, on fait un inventaire des espèces. Espèces marines. Troisièmement, validation des mesures satellites. Et quatrièmement, microplastiques et contaminants. Est-ce qu'ils sont arrivés si loin? Ça, c'est une interrogation. Ça fait partie des 4 grands axes de recherche. Et donc ça, c'est quoi, 2020, horizon 2020? Construction 2019, départ essai 2020, et départ, et l'expédition sera 2 ans, 2021-2023. Et c'est très Jules Verne. Oui, totalement. J'adore. Pendant 2 ans, vous allez être coupé du monde. Non, parce qu'il y a des monde. Ah oui, ceux qui sont à bord, physiquement. Mais vous savez, aujourd'hui, pour être coupé du monde, même si loin, et quand vous montez des projets, on vous demande de raconter un peu ce qui se passe. Donc, un peu comme Thomas Pesquet là-haut, il était loin du monde, mais il était quand même connecté en permanence. Parce que quand vous avez fait votre première traversée jusqu'au pôle Nord en 86, il n'y avait pas de GPS. J'étais chanceux. Il n'y avait ni GPS, ni téléphone. C'était une vraie retraite. Une immense retraite avec un objectif fort au bout. C'était un parcours qui est devenu très vite mystique. Vous voulez nous dire que maintenant, ça va être tellement suivi que ça va être très banal finalement? Ça ne va pas être banal sur le terrain. Mais pour répondre à votre question sur l'isolement, voyez, j'ai eu cette chance de faire le pôle Nord avant les GPS, avant tout ça. Donc je devais naviguer avec le soleil, avec l'estime de la dérive des glaces, avec une radio qui marchait très mal. Et donc c'était une rencontre avec soi très intime sur un projet qui me tenait à cœur. Ça, c'est la meilleure retraite, si vous voulez. Je pense que cette expédition qui avait duré 63 jours en solitaire a été un de mes squelettes dont j'ai retiré un message, c'est la persévérance. J'ai failli abandonner tout le temps au début. Je me demandais qu'est-ce que j'avais imaginé, qu'est-ce que je faisais là. Et j'ai tenu. Et comme ça me tenait à cœur, ça m'a construit de le réaliser. Et donc, je dis tout le temps, allez jusqu'au bout de vos rêves, même si le chemin est difficile, parce que c'est comme ça qu'on se construit. Bien sûr. Merci Jean-Louis Etienne. Alors je voudrais inviter tous nos téléspectateurs à aller maintenant vers leur poubelle et à adapter à leur poubelle les rêves de Jean-Louis Etienne. S'il vous plaît. Jean-Louis Etienne s'investira dans vos poubelles et vous allez découvrir enfin un tri dont chaque citoyen est responsable.